Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons aborder le chapitre 6, la dépendance à la nicotine. Le chapitre peut-être le plus complet, ou en tout cas le plus long, qui nous explique ce que la nicotine crée à l'intérieur de nous, physiquement et moralement. Le tabac contient une drogue, la nicotine, un composant huileux et incolore auquel le fumeur doit toute sa dépendance. Dans l'état de nos connaissances, c'est la drogue sous l'emprise de laquelle nous tombons le plus rapidement. Oublions le crack, bien sûr. Une seule cigarette peut dans certains cas suffire. Chaque bouffée d'une cigarette délivre au cerveau, par l'intermédiaire des poumons et des vaisseaux sanguins, une petite dose de nicotine dont l'action est encore plus rapide que celle de la dose d'héroïne. Elle est plus rapide qu'une drogue injectée dans les veines. Si vous tirez 20 bouffées de votre cigarette, ce seront 20 doses de drogue que vous recevrez avec cette cigarette. La nicotine est une drogue à action rapide. Une cigarette terminée, le taux dans le sang se réduit, environ de moitié en moins de 30 minutes, et des 3/4 en moins d'1 heure. Cela explique que la consommation moyenne tourne autour de 20 cigarettes par jour. Dès que le fumeur éteint sa cigarette, la nicotine quitte rapidement son organisme et il recommence à ressentir l'angoisse du manque de cette nicotine. Je dois désormais dissiper une illusion couramment à propos de cet effet de manque. Les fumeurs assimilent ce manque au terrible traumatisme dont ils ont souffert lorsqu'ils essayent ou sont forcés d'arrêter de fumer. Ce traumatisme est avant tout mental. Le fumeur se sent privé de son plaisir, de son soutien. Je reviendrai plus tard sur ce point. En réalité, les vrais symptômes de manque de nicotine sont si légers que le plus grand nombre des fumeurs ont vécu et sont morts sans même se rendre compte qu'ils étaient drogués. Quand nous utilisons la notion de dépendance à la nicotine, nous pensons simplement au fait de tomber dans l'habitude de fumer. La plupart des fumeurs tiennent les drogues en horreur et sont pourtant, à proprement parler, des drogués. Heureusement, il s'agit d'une drogue dont on peut se débarrasser très facilement. Mais il faut d'abord accepter le fait que nous sommes drogués. Il n'y a pas de douleur physique dans le symptôme de manque de nicotine. Il s'agit seulement d'un sentiment de vide, d'inquiétude, du sentiment que quelque chose manque. Cela explique que tant de fumeurs assimilent le tabagisme au fait d'avoir à s'occuper les mains. Si cet état de manque se prolonge, le fumeur devient nerveux, agité, il perd son assurance et devient irritable. C'est comme si vous aviez faim, mais d'un poison, la nicotine. Moins de 7 secondes après que l'on ait allumé une cigarette, la nicotine fraîche agit déjà et l'envie incontrôlée prend fin, engageant ainsi ce sentiment de relaxation et de confiance que la cigarette procure aux fumeurs. Durant nos premiers jours d'adeptes, ce symptôme de manque et le soulagement sont si infimes que nous ne sommes même pas conscients de leur existence. Lorsque nous commençons à fumer régulièrement, nous pensons qu'il survient soit parce que nous sommes arrivés à apprécier réellement la cigarette, soit parce que nous en avons pris l'habitude. La vérité est que nous sommes déjà sous son emprise. Nous ne nous en rendons pas compte, mais ce petit monstre de nicotine est déjà installé à l'intérieur de notre estomac et il nous fait dorénavant le nourrir. Et il nous faut dorénavant le nourrir. C'est exactement ce manque. Nourrir ce petit manque, ce petit monstre que nous avons à l'intérieur de nous. Nous commençons tous à fumer pour des raisons stupides. Personne n'y est obligé. La seule raison pour laquelle chacun continue, qu'il soit fumeur occasionnel ou permanent, c'est qu'il lui faut allumer ce petit monstre.
Notre relation avec la cigarette met en évidence tout un ensemble de paradoxes. Tout fumeur a conscience d'être un imbécile et sait qu'il s'est fait avoir par quelque chose de diabolique. Je pense cependant que l'aspect le plus pathétique de la cigarette est que la satisfaction que le fumeur en retire et le plaisir de revenir à l'état de paix et d'équilibre de son corps avant qu'il ne tombe sous l'emprise du tabac. Vous connaissez ce même sentiment lorsque la sirène de l'alarme de votre voisin a sonné toute la journée. Lorsque le bruit s'arrête, vous ressentez soudainement un merveilleux sentiment de paix et d'équilibre. Il s'agit en fait moins de la paix que de la fin de l'agacement. À l'âge où l'on rentre dans le cercle vicieux du tabac, le développement du corps est achevé, c'est-à-dire qu'il a atteint son état de complétude. Nous y introduisons alors de force une dose de nicotine. Dès la fin d'une cigarette, la nicotine commence à quitter notre corps et nous ressentons alors le premier symptôme de manque. Pas une véritable douleur, juste un sentiment de vide. Nous n'en sommes même pas conscients, mais la nicotine agit comme un robinet qui coule goutte à goutte dans notre organisme. Notre esprit rationnel ne le comprend pas. Il n'en a pas besoin. Tout ce que nous savons est que nous avons besoin d'une cigarette. Lorsque nous l'allumons, l'envie disparaît et nous redevenons, durant quelques minutes, satisfaits et sûrs de nous comme nous l'étions avant de devenir fumeurs. Cette satisfaction n'est que temporaire, car afin de soulager cette envie, nous devons fournir plus de nicotine à notre corps. Dès que la cigarette a atteint l'envie vous reprend et Dès que la cigarette est éteinte, l'envie vous reprend et la boucle est bouclée. C'est une chaîne pour la vie, sauf si nous la brisons. On peut comparer la cigarette au fait de proposer des chaussures trop petites, juste pour ressentir le plaisir de les enlever. Il y a 3 raisons principales pour lesquelles le fumeur ne voit pas les choses sous cet aspect. La première, il n'y a pas de douleur physique identique. Cela n'est qu'une impression. La numéro 2, la drogue agit par son absence. C'est pourquoi il est difficile de se débarrasser de n'importe quelle drogue. C'est lorsque vous ne fumez pas que vous souffrez. Vous ne considérez donc pas la cigarette comme responsable. Lorsque vous l'allumez, elle vous soulage immédiatement. Ainsi, vous êtes complètement dupé, assimilant la cigarette à quelque chose qui nous soulage, à un plaisir, à un soutien. La numéro 3. Nous sommes soumis depuis notre naissance à un lavage de cerveau incroyable. Avant de commencer à fumer, nous ignorions ce besoin. Nous acceptions pourtant, sans scrupule ni surprise, au terme d'une difficile procédure d'apprentissage, que la cigarette nous fournisse un soutien, une béquille ou même un plaisir. Nous n'envisageons même pas, ou même plus, de remettre cet état de fait en question. Nous comptons maintenant parmi l'heureux groupe des fumeurs. On peut profiter de l'occasion pour dissiper d'autres illusions qui courent à propos du tabagisme. Ce n'est pas une habitude. Nous contractons tous toutes sortes d'habitudes au cours de notre vie, dont certaines très agréables. Si le tabagisme se limitait à une habitude, nous devrions, à cause de multiples inconvénients qu'il présente, en particulier son mauvais goût, le danger pour notre santé, son goût sans cesse plus grand, le simple fait que nous soyons conscients que c'est dégoûtant et que nous aimerions nous en débarrasser. Nous pourrions nous arrêter sans aucun problème, si c'était une habitude, bien sûr. Pourquoi trouvons-nous cela difficile ? La réponse est qu'il ne s'agit pas d'une habitude, mais d'une dépendance à l'état d'une drogue. Nous nous efforçons d'apprendre à vivre avec elle,
Mais avant d'être conscients de cela, nous achetons des cigarettes régulièrement et elles nous sont indispensables. La panique nous envahit lorsque nous n'en avons plus et progressivement, notre consommation s'accroît au fil des mois, des semaines, des années. Comme pour toutes les drogues, cette augmentation est due au fait que notre corps tend à s'immuniser contre la nicotine. Après une assez courte période, la cigarette cesse de soulager complètement le manque qu'elle crée. Ainsi, en allumant une cigarette, vous vous sentez mieux pendant quelques instants. Mais vous êtes en fait bien moins détendu que si vous n'aviez jamais fumé. Cela même lorsque vous avez la cigarette à la bouche. Ce phénomène est encore plus ridicule que le fait de porter des chaussures trop étroites, parce que ici persiste une douleur sans cesse croissante, même lorsque vous ne portez plus les chaussures. Cette situation est encore pire car, lorsque la cigarette est éteinte, la nicotine s'évacue rapidement de l'organisme et des situations de stress, le fumeur a pour conséquence tendance à fumer cigarette sur cigarette. L'habitude n'existe pas. La véritable raison pour laquelle le fumeur continue d'endurer ce calvaire est ce petit monstre logé à l'intérieur de son estomac. Il doit maintenant le nourrir. C'est le fumeur lui-même qui décide du moment où il le fera. Ce sera à l'occasion de 4 types de situations ou d'une combinaison d'entre elles. Ces situations sont l'ennui, la concentration, 2 situations radicalement opposées. Effectivement, que l'on s'ennuie ou que l'on soit concentré, on crée un besoin d'une cigarette, comme si ça allait soulager l'ennui, comme si ça allait nous aider à la concentration. C'est pas faux. Que l'on soit stressé ou que l'on soit décontracté, 2 situations aussi radicalement opposées. Le stress nous fait fumer, la décontraction aussi. Quelle drogue magique peut soudainement avoir l'effet inverse de celui qu'elle avait quelques minutes plus tôt? Si nous y réfléchissons, quel autre type de situation y aura-t-il dans notre vie, à part le sommeil? La vérité est que la cigarette ne soulage ni l'ennui, ni le stress, pas plus qu'elle ne favorise la concentration ou la relaxation. Ce n'est qu'illusion. La nicotine n'est pas seulement une drogue. Elle est également un poison très puissant, particulièrement utilisé dans les insecticides. Regardez dans le dictionnaire si la nicotine qui contient une cigarette vous était directement injectée dans les veines. Elle vous tuerait. En fait, la cigarette fournit d'autres poisons, comme le monoxyde de carbone. Dans le cas où vous envisagez de passer à la pipe ou au cigare, sachez que le contenu de ce livre s'applique à toutes les formes de tabagisme. Le corps humain est certainement l'organisme le plus sophistiqué de notre planète. Aucune espèce animale, même le ver de terre ou l'amibe le plus obscur, ne peut suivre sans faire la différence entre nourriture saine et poison. Au travers d'un processus de sélection naturelle qui a duré des milliers d'années, notre organisme et notre esprit ont appris à faire la distinction et à se débarrasser du poison. C'est pas faux. Nous savons ce qui est bon ou n'est pas bon pour notre corps. Et pourtant, nous continuons à nous droguer. L'odeur et le goût de la cigarette répugnent tous les êtres humains avant qu'ils ne tombent sous l'emprise de la cigarette. Si vous souffrez de la fumée du tabac au visage de n'importe quel animal ou de n'importe quel enfant, avant qu'il soit accoutumé, il toussera et crachera. Lorsque nous avons fumé cette première cigarette,
L'inhalation de la fumée nous a fait tousser. Nous avons néanmoins continué de fumer, au point de ressentir un sentiment de nausée ou même d'être malade. C'était notre organisme qui nous avertissait. Arrête, c'est du poison. C'est à cet instant capital que souvent se décide si nous devenions fumeurs ou non. Il est complètement faux de dire que seuls les individus physiquement ou mentalement faibles deviennent fumeurs. Les chanceux, ce sont ceux que cette première expérience aura convaincu de ne pas continuer. Physiquement, leurs poumons ne pouvant pas supporter ce traitement, ils se sont guéris à vie de cette cigarette. À moins que, autre possibilité, ils ne soient pas mentalement préparés à subir ce sévère apprentissage. Essayez d'inhaler sans tousser. Pour moi, c'est ça le plus tragique. La force avec laquelle on s'évertue à devenir accro. C'est pour cela qu'il est très difficile d'arrêter les adolescents. Parce qu'ils sont encore en train d'apprendre à fumer. Parce qu'ils trouvent encore la cigarette dégoûtante. Ils pensent pouvoir arrêter dès qu'ils le voudront. Pourquoi ne veulent-ils pas nous écouter? Pourquoi ne voulions-nous pas écouter nos parents? De nombreux fumeurs pensent qu'ils aiment le goût et l'odeur de la cigarette. Ce n'est qu'une illusion. En effet, tout ce que nous faisons lorsque nous apprenons à fumer, c'est habituer notre organisme à s'immuniser contre ce mauvais goût et cette odeur, afin que nous puissions avoir notre dose, comme l'héroïnomane qui trouvera agréable de se faire une piqûre. Les symptômes de manque de l'héroïne sont extrêmement sévères, et ce que le drogué apprécie, en fait, c'est le rituel par lequel il soulage ce manque. Le fumeur apprend à surmonter les réactions de son corps aux effets de la fumée afin d'avoir sa dose. Demandez à n'importe quel fumeur qui pense ne fumer que pour le plaisir s'il se retient de fumer lorsque, n'ayant plus de cigarette de sa marque habituelle, il n'a pas à disposition qu'une marque dont il a horreur. Le fumeur préfère fumer de la vieille corde pourrie plutôt que de s'abstenir. Ils se satisferont de cigarettes roulées, mentholées, de cigarettes ou d'une pipe. Au début, le goût est infect, mais en persévérant, on apprend à l'aimer. Certains continueront même de fumer alors qu'ils souffrent d'un rhume, de la grippe, d'un mal de gorge, d'une bronchite ou d'un emphysème. Le plaisir n'a rien à voir avec ça. Si c'est le cas, personne ne fumerait plus de cigarettes. On compte même des milliers d'ex-fumeurs accros à ces fameux chewing-gums à la nicotine que leurs médecins leur ont prescrits, et beaucoup d'entre eux fument toujours. Pendant mes consultations, certains patients, effrayés à l'idée d'être des drogués, pensent que le savoir leur rendra la tâche encore plus difficile. En fait, cette prise de conscience est de très bon augure, et cela pour les deux raisons suivantes. Excusez-moi. Voyez, moi aussi j'ai un rhume depuis quelques jours, et je continue à fumer. Pas pour soulager mes poumons, ou pour soulager ma toux. Non, pour nourrir ce petit monstre qu'il y a à l'intérieur de moi. Pour nourrir ce besoin de nicotine. À la place de nourrir mon besoin de santé, qui me pousserait plutôt à arrêter de fumer. Alors nous allons revenir aux deux raisons. La première, la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous continuent à fumer est que, bien que nous sachions que les inconvénients surclassent les avantages, nous croyons qu'il y a quelque chose dans la cigarette qui nous plaît, ou que c'est pour nous sortir, pour nous aider.
Notre sentiment est qu'après avoir arrêté de fumer, nous ressentirons une sorte de vide, que certaines situations de notre vie ne seront plus jamais les mêmes. C'est une illusion. La vérité est que la cigarette n'apporte rien. Elle ne fait que retirer, puis rendre partiellement pour créer l'illusion. Je reviendrai sur ce détail dans un chapitre ultérieur. Le numéro 2. Bien que ce soit la drogue la plus puissante, par la rapidité avec laquelle on y succombe, son emprise n'est jamais très forte. Comme c'est une drogue d'action très rapide, il suffit de 3 semaines pour que 99% de la nicotine évacue l'organisme et les symptômes de manque sont pratiquement insignifiants. Comme je l'ai dit, certains ont même vécu le sevrage du tabac sans en avoir jamais souffert. Vous me demanderez alors, à juste titre, pourquoi tant de fumeurs trouvent si difficile d'arrêter, pourquoi ils ont à supporter des mois de torture et passent le reste de leur vie à rêver de temps en temps d'une cigarette. La réponse réside dans la seconde raison pour laquelle nous fumons. Le lavage de cerveau. La dépendance chimique demeure facile à supporter. La grande majorité des fumeurs passent la nuit sans une seule cigarette. Les effets de manque de nicotine ne les réveilleront même pas. La grande majorité de fumeurs passent la nuit sans une seule cigarette. Les effets de manque de nicotine ne les réveillant même pas. Je répète cette phrase parce que pour la plupart d'entre nous, nous ne fumons pas la nuit. Nous ne nous réveillons pas pour fumer. Alors, le manque physique, il n'est pas là. Il est bien mental. La plupart d'entre eux quittent même leur chambre le matin avant d'allumer leur première cigarette. Excusez-moi. Il ne sera pas agréable de m'entendre tousser. Et pourtant, j'arrêterai pas cette vidéo. Je tousse depuis quelques jours et j'ai un rhume depuis quelques jours. Mais je l'alimente avec cette cigarette. Donc il sera plus difficile à moi de passer outre ce rhume qu'à un non-fumeur. Alors je continue, excusez-moi. Et je ne couperai pas cette vidéo. La plupart d'entre eux quittent même la chambre le matin avant d'allumer leur première cigarette. Certains attendent même d'arriver sur le lieu de travail. Ils peuvent ainsi rester 10 heures sans souffrir d'un quelconque sentiment de manque. Mais s'ils devaient s'abstenir 10 heures pendant la journée, ils s'arracheraient les cheveux. Ils sont capables, lorsqu'ils achètent une voiture neuve, de s'abstenir de fumer à l'intérieur sans la moindre difficulté. Ils se rendent au théâtre, au supermarché, à l'église, enfin dans différents endroits où on n'a pas le droit de fumer, sans être gênés de ne pas pouvoir y fumer. Même dans les transports en commun, les gens respectent l'interdiction. Ils sont souvent ravis que quelqu'un ou quelque chose les empêche de fumer. C'est vrai, on peut tous arrêter de fumer quand nous sommes occupés ou quand nous n'y pensons pas. D'accord ? Mais si nous pensons que nous devons prendre les transports pendant 3 heures, nous disons mais comment je vais faire sans fumer ? Effectivement, c'est bien le mental qui se met en action. C'est la peur d'arrêter, la peur du manque, la peur de souffrir. Et c'est pas quelque chose de physique. Beaucoup s'abstiennent automatiquement chez les non-fumeurs ou, dans une moindre mesure, en leur compagnie, sans être vraiment incommodés. En fait, beaucoup supportent sans difficulté de longues périodes d'abstinence. Lorsque je fumais, il m'arrivait de passer une soirée agréable sans fumer une seule cigarette. Les dernières années, j'attendais même avec impatience ces soirées où je pourrais arrêter quelques instants de m'étouffer moi-même. Quelle habitude vraiment ridicule. La dépendance chimique est donc facile à supporter, même lorsque vous êtes toujours sous son emprise. Des milliers de fumeurs restent toute leur vie des fumeurs occasionnels. Ils sont tout aussi accros que les grands fumeurs. Certains grands fumeurs
qui ont pourtant arrêté fument encore cette cigarette occasionnelle qui les maintient dépendants. Ainsi, la véritable dépendance à la nicotine n'est pas le problème principal. Elle agit comme un catalyseur pour détourner notre esprit du vrai problème, le lavage de cerveau. Ce devrait être une consolation pour les authentiques fumeurs de savoir qu'il leur est tout aussi facile d'arrêter que pour les fumeurs occasionnels. Paradoxalement, c'est même plus facile. Plus vous êtes habitué, plus votre dépendance vous enchaîne et meilleur sera le sentiment de délivrance quand vous aurez arrêté. C'est pas faux. Cela devrait être une consolation de plus de savoir que la rumeur qui circule, je vais vous donner la rumeur, cela prend 7 ans pour que votre organisme retrouve son état normal. Chaque cigarette, 5 minutes de vie en moins, ne sera pas fondée. Ne croyez pas qu'on a délibérément exagéré la nocivité du tabac. Elle est plutôt tristement sous-estimée. Mais la vérité est que la règle de 5 minutes est une estimation. Bien évidemment, ne s'applique que si vous contractez une des maladies mortelles liées au tabagisme, ou si vous écrasez et que vous écrasiez ou que vous encrassiez vos poumons à tel point qu'ils ne fonctionnent plus. En fait, votre corps ne retrouve jamais son état originel. Il suffit par exemple qu'il y ait des fumeurs dans leur entourage pour que les non-fumeurs reçoivent une petite dose. Cependant, notre corps est une incroyable machine dotée d'une énorme faculté de récupération, en supposant évidemment que nous n'avons rien contracté d'irréversible. Si vous arrêtez maintenant, votre corps récupérera en quelques semaines, presque comme si vous n'aviez jamais fumé. Il n'est donc jamais trop tard pour arrêter. J'ai aidé à la guérison de nombreux fumeurs qui avaient éteint la cinquantaine, certains d'entre eux étant même âgés de plus de 80 ans. Récemment, j'ai eu comme patient une femme de 99 ans et son fils de 75 ans. Quand je lui ai demandé pourquoi elle voulait arrêter de fumer, cette dame m'a répondu qu'elle voulait montrer l'exemple à son fils. Plus la cigarette vous altère, plus grande sera le soulagement. Lorsque j'ai finalement arrêté, je suis passé instantanément de 5 à 0 cigarettes par jour sans ressentir le moindre manque. Pardon, pas de 5, mais de 50. C'était réellement très agréable, même pendant la période de sevrage. Avant d'en arriver là, il est important de supprimer ce lavage de cerveau. Nous sommes arrivés au terme du 6e chapitre. La dépendance physique, ce petit effet de manque qui est à l'intérieur de nous, cette insécurité que l'on ressent quand on n'a pas de cigarette. C'est vrai, physiquement, il y a très peu de symptômes de manque. Il est plus mental, d'accord? Mais nous le savons déjà. Alors nous allons lire les prochains chapitres, pour moi les plus importants. Prenez le temps de lire les prochaines vidéos, dans le calme, d'accord? Je vous souhaite à tous et à tous une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Ne soyez pas trop durs pendant cette lecture de chapitres. J'ai un rhume, donc de temps en temps les yeux humides. Je me trompe de ligne. Je lis pas correctement un mot. Mais comme nous sommes tous dans la bienveillance et que nous cherchons tous la même chose, l'équilibre et le bien-être, vous écouterez
ces vidéos avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Et nous ferons des directs régulièrement pour que nous puissions discuter, savoir quelles sont les compréhensions et où nous en sommes, chacun de notre côté, sur ce parcours et cette prochaine vie sans cette dépendance et sans cigarette. Pour ceux qui n'arriveront pas à arrêter, nous continuerons ensemble à essayer. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao. Bye.